Bien entendu, il y a une grandeur humaine dans ces œuvres, mais il y a aussi une humilité humaine. Comme nous sommes petits, comme nous sommes malheureux, quand nous perdons un être cher, quand nous perdons notre espoir, quand nous souffrons, nous sommes des êtres. Et quand même, nous sommes quand même sur une petite planète périphérique. Nous ne savons même pas pourquoi nous sommes nés, pourquoi la vie est née, pourquoi nous avons... Enfin, nous sommes dans... il faut, comme disait Pascal, il faut voir à la fois la grandeur et la misère humaine. Nous sommes des pauvres types tout en ayant des grandes choses. Donc, voilà une première idée qu'il faut avoir. Il faut avoir un humanisme de l'humilité et pas seulement de l'orgueil. L'autre élément, l'idée claire, l'idée première, c'est que quelle que soit son origine, quel que soit son sexe, quel que soit son ethnie, tous les êtres humains ont droit à être reconnus dans leur pleine humanité. Ça, c'est une chose des droits de l'homme et de la femme. Il faut rajouter ça. Seulement, alors là, dans cette idée, il faut mettre en relief un mot que le philosophe Hegel a souligné, c'est le mot « être reconnu ». On a besoin, chaque être humain a besoin d'être reconnu dans sa pleine humanité. Et même, disons, ne serait-ce que par des moyens qui sembleraient insignifiants. Vous savez, quand vous croisez quelqu'un, moi je me rappelle, dans le temps, on croisait quelqu'un dans un couloir d'immeuble, on croisait quelqu'un à la campagne, on se disait bonjour, on se disait quelques mots, et pourquoi? Ça veut dire, tu existes, c'est tout. Tu existes toi aussi. Et quand on se passe, comme si on était transparent, anonyme, on ne voit plus l'existence d'autrui. La disparition d'un minimum de courtoisie signifie l'inexistence d'autrui. Chacun a besoin d'être reconnu, pleinement humain, même dans les petits détails. Et ça, c'est une idée capitale de l'humanisme. Et j'ai vu, quand on réussit à le faire, des succès extraordinaires. J'ai vu à deux favelles de Rio de Janeiro. Malheureusement, l'expérience s'est arrêtée parce qu'on a coupé les crédits il y a 2 mois. Mais des amis avaient créé une sorte de grande école, en même temps centre culturel, pour des gamins qui étaient destinés à devenir des délinquants, des pushers de drogue qui étaient devenus. Et j'avais réussi à transformer ces gamins qui étaient heureux, qui étaient contents, et qui a commencé à pouvoir rêver une vie qui échapperait au malheur et à la délinquance. Donc, on voit très bien que quand on fait cette reconnaissance d'autrui, on a des résultats humains extraordinaires. C'est ça, l'humanisme fondamental. Alors, il y a cet élément-là. Il y a le deuxième élément de l'humanisme régénéré, c'est ce que je vous ai dit, le sentiment d'appartenir à l'humanité, c'est-à-dire à la communauté de destin que c'est qu'a créé la mondialisation, mais uniquement sur un plan technique, et qu'il faut créer sur un plan psychologique. C'est pour ça que j'ai fait un livre qui s'appelle Terre-Patrie, c'est-à-dire ça ne veut pas nier les patries que nous avons, au contraire, il faut respecter nos patries, il faut les englober dans cette patrie plus large qu'est la Terre. Donc, voilà, cette communauté du destin, elle est nécessaire, ne serait-ce que pour qu'on évite, si elle se développait, pour éviter les catastrophes et trouver peut-être une autre voie. Le dernier élément, eh bien, il est lié à l'aventure humaine qui, je le répète, a toujours été incroyable depuis Néandertal, le Cro-Magnon, les empires de l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, des choses, une aventure
qui se poursuit d'une façon inattendue, même incroyable. Alors, cette aventure elle-même, comme je l'ai dit, est liée à l'aventure de la vie, qui elle-même est liée à l'aventure de l'univers. Alors, si vous pensez à l'univers, à ce moment-là, vous voyez cette chose que l'ancien, le vieux philosophe Héraclite, 6 siècles avant notre ère, avait vu, c'est-à-dire que le monde, l'univers, est fait d'un jeu permanent entre ce qu'il appelait la concorde et ce qu'il appelait la discorde. Et c'est vrai que si vous voyez, d'après ce que nous disent les astrophysiciens, l'histoire de l'univers, vous avez à la fois des forces d'union qui vont rassembler les particules, qui vont rassembler les astres, qui vont associer, qui vont unir, et vous avez les forces de désunion, de rupture, qui vont écraser, détruire les particules antématières, les étoiles qui vont être explosées ou se tamponner. Vous avez sans arrêt ce jeu entre les forces de ce que par métaphore on peut appeler Eros, c'est-à-dire les forces d'union, de liaison, et Thanatos, c'est-à-dire les forces de mort. Et ce combat interminable se poursuit dans la vie, parce que là aussi, dans la vie, c'est très juste ce qu'on a commencé à remarquer et qu'avait déjà dit Kropotkin, c'est que dans l'histoire de la vie, il n'y a pas que les conflits, il n'y a pas que la lutte pour la vie, et il y a aussi les phénomènes d'entraide qui sont très très nombreux, et c'est juste de le montrer. Mais il n'y a pas que l'entraide, il y a aussi le conflit, il y a aussi la cruauté, il y a aussi la mort. Vous avez les deux, Eros et Thanatos. Et si vous suivez l'histoire humaine, eh bien, à travers tous les aléas, toutes les aventures, vous retrouvez à nouveau ce conflit et cette lutte inextinguible entre les deux ennemis éternels qui sont liés et dans lesquels il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit? L'humanisme régénéré nous dit, bien entendu, il faut faire attention, il faut avoir pleine conscience, il faut faire attention de ne pas se tromper. Et l'humanisme régénéré nous dit, prenez le parti d'Eros contre Thanatos. Et c'est ça le dernier message. Merci à vous.